Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'IRM. Le but de cette présentation sera de démocratiser un petit peu cette technique qui est de plus en plus utilisée. Et donc je vais d'abord essayer de vous présenter, de vous expliquer le principe de l'IRM. Ensuite, le déroulement de l'examen, comment ça se passe, avant de parler des contre-indications qu'il faut absolument connaître. Et le gros volet, ça va être les indications de l'IRM au niveau de l'imagerie médicale. Alors tout d'abord, l'IRM, c'est une technique d'imagerie médicale qui va utiliser un champ magnétique très puissant, donc c'est un gros aimant, qui va permettre d'explorer dans les trois plans de l'espace les différents organes du corps humain. Donc il faut savoir que, comme le scanner, c'est une imagerie en coupe, c'est ce qu'on appelle l'imagerie en coupe. Et cette technique consiste à analyser le comportement des protons de l'eau contenus dans l'organisme lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique important. Donc, ce n'est pas la peine de vous expliquer un petit peu le volet physique de la chose, parce que c'est très complexe et ce n'est pas le but de cet examen. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser un grand champ magnétique qui va interférer avec les protons pour donner un signal qui va être traité de façon informatique et on va arriver à des images radiologiques qu'on pourra interpréter. Alors l'IRM, la première image d'une IRM a été réalisée en 1973 par le docteur Lothar Buhr, qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine 30 ans par la suite. Donc ça date de 1973 et 4 années plus tard, on a pu avoir les premières images humaines d'IRM qui ont été réalisées au niveau d'un doigt. En 1979, on a eu les premières images en multiplanaire. Donc comme vous voyez ici, voilà. Donc c'est les premières images avec un plan axial, un plan sagittal et un plan coronal. Donc là, c'est très difficile à interpréter. Donc c'était vraiment les prémices de l'IRM. Et c'est en 1983 qu'on a eu les premières images en IRM 1,5 Tesla. Donc 1,5 Tesla, c'est ce qu'on appelle le champ magnétique. Donc les premières IRM, c'était aux alentours de 0,1, 0,2 Tesla. Actuellement, pratiquement toutes les IRM que vous allez voir installées, que ce soit au niveau du privé ou du public, ce sont des IRM haut champ, avec un haut champ magnétique de 1,5 Tesla. Donc vous allez me dire qu'entre 1983 à ce jour, donc c'est à peu près les mêmes IRM qu'on utilise. Mais non, en fait, la technologie ne s'arrête pas au niveau du champ magnétique. Donc tout le progrès qui se fait en matière d'IRM, c'est au niveau des gradients, de la radiofréquence, des séquences qu'on va utiliser, qui vont nous permettre d'augmenter la qualité de l'image. Donc la course, contrairement au scanner où c'était la course aux barrettes, on est passé du monobarrette au actuellement 128 barrettes. Là, la course ne se fait pas au niveau du champ magnétique, mais au niveau plutôt de la technologie qui va être derrière. Alors, comment se compose une salle d'IRM? Tout d'abord, il faut savoir que la salle doit être complètement isolée. Donc, c'est ce que vous voyez ici. C'est cette partie-là. Généralement, on utilise du cuivre qui est un très bon isolant. Le cœur de la machine, c'est ce gros cercle. En fait, l'aimant, il se trouve à ce niveau-là. Et c'est lui qui va nous donner le champ magnétique. Ensuite, vous avez la table de l'examen, ce qu'on appelle la gantry, et les antennes. Donc, pour chaque partie du corps humain, on va utiliser des antennes. Donc, il y a des antennes tête-cou, des antennes de l'abdomen, des antennes des articulations, etc. Donc, pour chaque type d'examen, une antenne spécifique sera dédiée. Et le tout va être recueilli au niveau de ce qu'on appelle la console d'acquisition. Sachant que derrière, il y a une console d'interprétation chez le radiologue. Alors, comment va se dérouler un examen? Lorsque vous recevez le patient, donc la première étape va être au niveau du vestiaire, il faut déshabiller le patient et surtout s'assurer qu'il n'a aucun objet métallique. Ça, c'est vraiment primordial. Comme je vous l'ai dit, il faut imaginer, c'est un immense aimant. Le moindre élément métallique peut être très vite absorbé par l'aimant. Donc ça, c'est primordial. Le patient pourra être installé en décubitus dorsal ou ventral, donc l'antenne utilisée en fonction de l'examen. Et on peut utiliser ce qu'on appelle des capteurs de respiration ou des électrodes. Pourquoi? L'ennemi de l'IRM, ce sont les mouvements respiratoires ou justement les mouvements du patient. Donc, lorsqu'il y a des mouvements, l'examen est complètement artefacté et qui est ininterprétable. Donc, il y a des examens où on peut utiliser des électrodes de respiration
qui vont permettre de savoir à quel moment la machine doit lancer l'acquisition. Alors, il y a plusieurs séquences que je vais détailler par la suite pour essayer de comprendre un petit peu. On peut plus ou moins injecter le produit de contraste en fonction de chaque indication. Et on peut des fois réaliser une anesthésie au sein de... Oui, pardon, question ? Je vais y revenir. Ça fait partie des contre-indications qu'on va détailler par la suite. Et donc on peut réaliser une anesthésie, en particulier chez les enfants, chez les patients qui sont claustrophobes. Il faut vraiment le voir pour le croire. Vraiment, c'est des patients qui refusent catégoriquement de rentrer dans la machine. Et ça, on voit ça pratiquement tous les jours. Donc soit on donne une petite sédation, soit carrément on est obligé d'anesthésier le patient ou la patiente. Et les patients hyperalgiques, notamment les sciatiques hyperalgiques qui ne peuvent pas rester en décubitus dorsal, on peut les sédater également. Alors l'examen en moyenne va durer de 10 minutes jusqu'à 45 minutes pour les examens les plus compliqués. Donc c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient au niveau de la salle d'attente, il faut gérer les malades, donc ce n'est pas toujours évident. Alors les séquences en IRM. Alors l'IRM, ce n'est pas comme le scanner. Le scanner, quand vous faites un scanner, vous avez généralement un temps des découpes sans injection et des coupes avec injection où on peut utiliser plusieurs temps, un temps artériel, un temps portal, un temps tardif. Donc c'est les seuls examens que vous allez interpréter. En IRM, non, vous avez plusieurs séquences et chaque séquence va apporter des éléments différents. Donc il y a tout d'abord les premières séquences qui ont été réalisées, qui dataient des années 80, ce sont les premières séquences morphologiques, c'est ce qu'on appelle les séquences en pondération T1 et T2. T1 et T2, pourquoi ? Un petit peu de physique, c'est juste le temps de relaxation. Lorsque vous soumettez le patient, ou plutôt les molécules d'hydrogène, à un champ magnétique, il y a une excitation. Ensuite, il y a un temps de relaxation. D'accord ? Et le T1, c'est le temps de relaxation longitudinal, alors que le T2, c'est le temps de relaxation transversale. Et chaque tissu va se comporter différemment, que ce soit en T1 ou en T2. Ce qui va nous permettre, par exemple, si je prends l'exemple de la graisse va apparaître à la fois en hypersignal T1. Quand je dis hypersignal, c'est une image blanche. Hyposignal, c'est plutôt noir. Donc la graisse va apparaître en hyper T1, hyper T2, l'os en hypo T1, hypo T2, etc. Donc chaque partie du corps humain va se comporter différemment en séquence T1 ou T2. D'autres séquences qu'on peut utiliser, c'est la séquence TIR. C'est une séquence qui va nous permettre de supprimer de façon non sélective le signal de la graisse. Comme je vous l'ai dit, donc la graisse apparaît en hyper T1, en hyper T2. Lorsqu'on est en STIR, il n'y a plus d'hypersignal. Donc on va supprimer le signal de la graisse pour nous permettre de voir d'autres éléments, notamment la moelle osseuse, les tendons, les ligaments, donc ils seront mieux individualisés. C'est pour ça que la séquence TIR est très utilisée en pathologie ostéo-articulaire. La séquence FLAIR, c'est la séquence maîtresse au niveau de l'IRM cérébral. Donc c'est une séquence qui va supprimer le signal qui provient du LCR. On a vu le STIR, il y a une autre séquence, c'est le FATSAT, qui élimine également la graisse, mais qui est un peu moins adaptée au niveau des tendons et des articulations. Il y a la séquence de diffusion, donc c'est une séquence qui est assez nouvelle et vraiment qui a révolutionné l'IRM, en tout cas pour nous radiologues. C'est une séquence qui va mesurer à l'échelle microscopique le déplacement des molécules d'eau dans les tissus. Donc elle est très intéressante. La première application de la diffusion, c'est au niveau des AVC ischémiques. Je vais vous parler tout à l'heure des diagnostics. Et en matière de pathologie tumorale. Vraiment, c'est impressionnant avec une séquence de diffusion. Lorsque vous avez une tumeur, que ce soit au niveau de l'abdomen ou ailleurs, c'est vraiment une tumeur qui va flasher, comme un peu au niveau du PET scan, qui va flasher au niveau de la séquence diffusion et qui va vraiment nous orienter. L'autre nouveauté, c'est la spectroscopie, donc c'est qui va nous mesurer le pic des métabolites. Donc, comme je vous ai dit, donc il y a les tissus qui vont se comporter différemment en fonction du champ magnétique, et on peut relever le pic de chaque métabolite. Donc le progrès, il est au niveau des séquences qu'on va utiliser. Alors justement, on va revenir aux contre-indications. La contre-indication absolue, c'est les patients qui portent un pacemaker. Pourquoi ? D'abord, pour deux raisons. Donc, le pacemaker, déjà, il peut y avoir une interaction mécanique, mais il y a aussi un champ magnétique qui peut carrément dérégler le pacemaker et on peut même avoir un arrêt cardiaque. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours voir au niveau des salles IRM, la première plaque, c'est attention au pacemaker et les IRM cardiaques.
Certaines valves cardiaques également, et là notamment je parle des valves mécaniques qui datent avant les années 70, parce qu'actuellement les nouvelles valves cardiaques sont compatibles avec l'IRM. Certains clips vasculaires neurochirurgicaux ferromagnétiques, les corps étrangers métalliques, et en particulier au niveau intraoculaire. Ça, c'est une contre-indication aussi formelle au niveau de l'IRM. Et justement, ceux qui ne sont pas des contre-indications, donc c'est des fausses idées reçues, c'est les matériels de prothèse et d'ostéosynthèse, notamment les matériels modernes, qui sont compatibles avec l'IRM. D'accord ? Et l'IRM peut également être réalisé chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Donc il n'y a aucune contre-indication à ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, les contre-indications finalement ne sont pas aussi importantes que ça. Et même la contre-indication formelle dont je vous ai parlé, qui est le pacemaker, il faut savoir qu'actuellement, il y a des pacemakers qui sont IRM compatibles. D'accord ? Oui ? Oui. Mais métallique. C'est-à-dire quel type ? Non, 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 les lentilles, c'est pas métallique. Par exemple, un corps étranger, un éclat d'obus ou quelque chose au niveau de l'œil, ou un petit bout de couteau, quelque chose d'accidentel. Non, 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 c'est pas une contre-indication de la cataracte. Non. Pour les stents également, ce n'est pas une contre-indication. C'est-à-dire tous les stents qui datent depuis les années 80, il n'y a aucune contre-indication à ce niveau-là. Donc, par expérience, le souci vraiment, lorsque vous demandez une IRM, c'est justement vous avez peur des contre-indications. À partir du moment où vous avez un malade qui est cardiaque, qui porte des stents, etc., on reçoit tous les jours des appels de confrères pour nous demander est-ce qu'il peut faire l'IRM ou pas. Donc, lorsque vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler votre radiologue et lui demander. Et après, c'est à nous de faire tout ce travail. Parce que, par exemple, pour les pacemakers, il faut qu'on revoie, lorsque c'est documenté, on appelle le cardiologue, on voit la marque exacte ou le type de pacemaker, et on a une liste chez nous pour savoir est-ce qu'il est compatible avec notre machine, avec l'IRM qu'on a ou pas. Donc il ne faut pas hésiter à téléphoner et à demander si c'est possible de le réaliser ou pas. Mais de toute façon, nous, on refait systématiquement l'interrogatoire avant de faire passer le patient parce que c'est médico-légal. Alors on va attaquer là le gros volet. Donc quelles sont les indications de l'IRM. Donc si on voit ça de façon globale, l'IRM n'utilise pas des rayons X, contrairement au scanner. D'ailleurs, le titre de la présentation est un petit peu faux, parce c'était la place de l'IRM dans les examens radiologiques. Étymologiquement, quand on parle d'examen radiologique, ça veut dire qu'on utilise des rayons X. Mais là, de façon générale, on a globalisé le terme, on parle plutôt d'imagerie médicale pour expliquer, parce qu'il y a l'échographie, il y a l'IRM, donc ils n'utilisent pas des rayons X, mais qui font partie du monde de la radiologie, entre guillemets. Donc, qui dit pas de rayons X, dit pas d'irradiation. Donc, l'IRM devrait être préféré systématiquement au scanner lorsque les deux techniques sont disponibles simultanément et accessibles. D'accord ? Et les premières indications de l'IRM qui ont été faites depuis les années 80, c'était essentiellement en matière de cérébromédulaire. C'était les toutes premières indications. Et par la suite, on a développé les séquences et l'IRM maintenant vraiment va s'attaquer à toutes les parties du corps humain. Alors, pour ce qui est de l'imagerie neurologique, en termes de pathologie vasculaire, donc tous les AVC, l'IRM doit être demandé en première intention. Pourquoi ? Surtout pour les AVC ischémiques. Alors, comme vous savez, l'AVC ischémique, pour le scanner, ne va détecter l'AVC qu'à partir de 24 heures. Et à 24 heures, c'est déjà un peu trop tard. L'hémiplégie est déjà installée, etc. Alors qu'au niveau de l'IRM, dès les premières heures, avec la séquence de diffusion, on peut détecter un AVC ischémique. Et là, l'enjeu, il est vraiment majeur. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la règle des moins de 6 heures. Lorsque vous prenez en charge un patient qui présente une hémiplégie de façon brutale, si vous arrivez à intervenir avant les 6 heures, vous pouvez effectuer une thrombolyse. Et là, vous allez carrément sauver le pronostic fonctionnel de votre patient. Et ça, c'est très important. Et il n'y a que l'IRM qui peut résoudre ce problème. Et par exemple, à Oujda, on a développé ce qu'on appelle une alerte thrombolyse. Donc le patient, il y a tout un circuit qui commence par le médecin généraliste. À partir du moment où c'est détecté, il appelle le neurologue, il passe directement à l'IRM, le neurologue nous rejoint au niveau de l'IRM, le matériel est préparé, etc. Lorsqu'on confirme qu'il y a un AVC ischémique, on détecte exactement où se situe l'AVC ischémique,
on lance la procédure et là, vous sauvez le patient. Donc, souvenez-vous, AVC récent, IRM. D'accord ? Si ça dépasse 24 heures, vous pouvez demander un scanner. Pour les AVC hémorragiques maintenant. L'hémorragique, le scanner va détecter que 3 phases au niveau de l'hémorragie, c'est-à-dire la phase aiguë, où on va avoir une zone hyper dense, une phase subaiguë, où ça va être mixte, à la fois hypo et hyper, et une phase chronique, où l'AVC va devenir complètement hypodense. L'IRM a la particularité de détecter 2 phases en plus, c'est-à-dire l'AVC hémorragique au stade hyper aigu, c'est-à-dire vraiment au tout début de l'installation, et la phase subaiguë est divisée en 2, subaiguë précoce et subaiguë tardive. Précoce, c'est-à-dire avant, dans la première semaine, et tardive dans les 2 premières semaines. Donc et l'autre but aussi au niveau de l'IRM par rapport au scanner au niveau de l'hémorragie, c'est de chercher la cause. Pourquoi ? Et c'est là où on va utiliser l'angio-IRM pour chercher la cause des hémorragies. Et généralement, donc, il peut s'agir de malformations artério-veineuses, d'angiomes caverneux ou autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est des images d'angio-IRM. Là, vous avez, si quelqu'un peut reconnaître ce schéma, c'est le polygone de Willis, effectivement au niveau cérébral, donc avec le système carotidien et le système vertébral. Donc là, à ce niveau, au niveau du polygone de Willis, comme par exemple ici, si vous voyez, il y a une asymétrie. Là, on est au niveau de l'artère sylvienne gauche. Ici, la sylvienne droite, on ne la voit pas. Donc là, il y a une occlusion de l'artère sylvienne. Le deuxième, à ce niveau-là, c'est aussi une angio, mais là, on n'est pas dans un temps artériel, c'est plutôt un phlébogramme. D'accord ? Donc vous avez le sinus longitudinal supérieur qui est là et qui peut être thrombosé. Alors ces images, on n'a même pas besoin de faire d'injection de gadolinium pour avoir ce type d'image. Juste avec des soustractions d'images, etc., un traitement d'image, on peut avoir ce genre de résultats. Et là, vous êtes au niveau d'une séquence, ça c'est une séquence qui a quelques années, donc avant on utilisait ce qu'on appelait la séquence écho de gradient pour rechercher, qui était très spécifique pour les hémorragies. D'accord ? Et là, on a une nouvelle séquence qui permet de voir ici en hyposignal, donc c'était un angiome caverneux. Voilà. Donc tout ce qui est pathologie vasculaire au niveau de neurovasculaire, vraiment l'IRM c'est le gold standard en matière, dans ces cas-là. La deuxième, ce sont les tumeurs. D'accord ? Les tumeurs, quand vous avez systématiquement, si on trouve une tumeur par exemple au scanner, systématiquement on va compléter par une IRM parce que l'IRM va nous apporter d'autres éléments, de voir s'il a une composante graisseuse, s'il a une composante calcique, vraiment pour la classification, et pour la spectro. La spectro donc, va nous permettre carrément de vraiment orienter entre tumeurs gliales, donc les tumeurs de bas grade ou tumeurs de haut grade. La spectro peut répondre à cette question, chose qu'on ne peut pas faire au scanner. On peut différencier entre tumeurs gliales et métastases, entre métastases et lymphome. Donc vraiment l'étude du pic de chaque métabolite est spécifique à chaque type de tumeur. Donc l'IRM, ne vous trompez pas. Donc, le but, c'est pas, de toute façon en matière d'imagerie médicale, le but, c'est pas de donner un diagnostic histologique. La radiologie, ce n'est pas de l'anapathe. Mais on va orienter au maximum le confrère pour savoir quel type d'intervention il va faire et faire un bilan loco-régional précis pour l'aider à réaliser soit la chirurgie ou la radiothérapie ou autre. En termes de malformation, de retard psychomoteur, d'épilepsie, donc tout ça, les pathologies un peu de l'enfant, donc on peut sédater et l'IRM vraiment va nous apporter des éléments clés et majeurs, notamment en matière d'épilepsie. Première des choses qu'on va chercher en dehors des causes tumorales, etc., c'est ce qu'on appelle la sclérose hippocampique. Donc c'est un hippocampe qui est petit, où il va y avoir un hypersignal, et ça, vous ne pouvez le voir qu'au niveau de l'IRM. D'accord ? Les pathologies inflammatoires, la sclérose en plaques, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez voir
pratiquement qu'en IRM. Au scanner, ça ne sert à rien de demander un scanner pour une sclérose en plaques. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Vous allez être convaincu. Alors, là, par exemple, c'est un cas de CEP. Donc, à gauche, vous avez une image scanographique injectée. À droite, vous avez une image axiale, donc au niveau de la même région, c'est la même patiente, en séquence flair, et ici, en séquence T2 sagittale. Donc là, au niveau du scanner injecté, on ne voit pratiquement rien du tout. Mais si vous faites l'IRM en séquence flair, c'est vraiment le tout début de la pathologie, vous allez remarquer qu'il y a un petit hypersignal à ce niveau-là, d'accord ? Un autre hypersignal à ce niveau-là, et c'est des choses, vous pouvez très bien aller chercher midi 14h ici au niveau du scanner, vous n'allez pas les voir. D'accord ? Et au niveau de la séquence sagittale, donc c'est des hypersignaux ici, ce qu'on appelle en crête de coque. D'accord ? Voilà. Donc pour la sclérose en plaques, vraiment ça a révolutionné la prise en charge de la CEP parce qu'on peut détecter les lésions, voir l'évolution et suivre le traitement de la pathologie. Ensuite, les infections, donc tout ce qui est méningite, méningo-encéphalite, etc. Donc l'IRM est vraiment très importante à ce niveau-là. Au niveau de l'hypophyse aussi, ne demandez plus de scanner hypophysaire. Ça ne sert à rien non plus. D'accord ? C'est vraiment l'IRM qui est l'examen maître au niveau de l'hypophyse, surtout pour les microadénomes. Microadénomes, vous n'allez pas les voir au scanner. Parce qu'on parle vraiment de petites lésions de quelques millimètres. Il n'y a qu'en IRM que vous pouvez les voir. Encore les gros macroadénomes, oui, vous pouvez le voir, mais vous aurez toujours besoin de l'IRM pour voir s'il y a une déviation de la ligne médiane, s'il y a une compression du chiasme optique, etc. Donc c'est l'IRM qui va poser le diagnostic. Les maladies dégénératives du cerveau et les maladies de la moelle épinière. D'accord ? Encore une fois, la moelle épinière, c'est une entité que vous n'allez pas pouvoir apprécier au niveau du scanner. D'accord ? Comme vous pouvez le voir ici, on a une coupe axiale. D'accord ? On est au niveau lombaire, on est à hauteur de L3, L4. Ici, au niveau du scanner, bon, on devine le sac dural ici, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe au niveau du sac dural. Alors qu'en IRM, vous voyez ces petits points ? C'est vraiment, on voit le détail. C'est les racines de la queue de cheval qu'on voit clairement au niveau de l'IRM et qu'on ne voit pas au niveau du scanner. Là aussi sur une coupe sagittale, donc vous voyez bien ces filaments. Donc ce sont les racines nerveuses. Et on peut réaliser ce qu'on appelle une myélo-IRM, comme ici vous voyez. Donc là le sac dural et on voit bien qu'à ce niveau-là, il y a des défects. Et ça c'était dû à des hernies avec une hypertrophie des ligaments jaunes. Voilà, donc en matière de neuro, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous êtes convaincu de l'intérêt de l'IRM? Oui. Très bien. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à remettre en question. Ensuite, en pathologie ORL, tout ce qui est matière de rocher, le scanner garde encore de très bonnes indications. Pourquoi? Le scanner est plus performant que l'IRM pour tout ce qui est pathologie osseuse et pour détecter l'os, parce que c'est vraiment des coupes millimétriques. Donc le scanner garde vraiment sa place. Quand est-ce qu'on aura besoin de l'IRM? Pour certains cas qui sont un peu difficiles au niveau du scanner, notamment au niveau des cholestéatomes, de l'otite maligne externe. Oui. Alors, ça va dépendre si vous êtes sûr que c'est une sciatalgie, il vaut mieux demander directement une IRM. Directement, à la recherche d'une hernie discale. Pourquoi? C'est un faux calcul. Si vous demandez un scanner, ça va coûter moins cher, effectivement. Donc, si vraiment le patient n'a pas les moyens, il n'y a pas de problème. Mais si au scanner, déjà, on détecte une hernie qui est importante, vous l'envoyez à votre neurochirurgien, il va redemander une IRM. Donc, vous vous retrouvez avec 2 examens, alors que vous auriez pu demander directement une IRM, et ça, vous aurez économisé le prix du scanner à votre patient ou à votre patiente. Par contre, en termes de TDM cervical, tout ce qui est névralgie cervico-brachiale, ce n'est pas la peine, parce que là, en haut, il y a la moelle épinière cervicale, et on a besoin de savoir est-ce qu'il y a une souffrance médulaire ou pas. Le scanner ne pourra pas répondre à cette question. Certes, on verra une hernie,
plus difficilement qu'au niveau de l'IRM, mais est-ce qu'il y a une souffrance médulaire? On ne pourra pas le dire. Donc, TEDM cervical à abolir. Scanner lombaire en fonction des moyens. C'est-à-dire on peut éventuellement, mais voilà. Donc, au niveau de l'oreille, pour les vertiges et les acouphènes. Les vertiges et les acouphènes, donc vraiment, c'est un monde, c'est tout un monde. Et parmi les causes de vertiges et d'acouphènes, il y a ce qu'on peut appeler des conflits les conflits vasculo-nerveux que vous ne pourrez voir qu'au niveau de l'IRM. Sur le scanner, on ne verra rien du tout. Là, vous avez des coupes axiales qui sont centrées sur l'angle ponto-cérébelleux. Et vous voyez ici en noir, voilà, de part et d'autre, c'est le nerf cochléo-vestibulaire. Ensuite, ici, donc, c'est l'oreille interne avec le cochlée, le vestibule, etc. Et là, au niveau des deux, à côté des deux nerfs, vous voyez bien qu'il y a une petite boucle. En fait, c'est une boucle vasculaire qui va venir croiser le nerf cochléo-vestibulaire et qui peut entraîner des hypoacousies. Pareil, donc en matière de nerf facial, lorsque vous avez des névralgies du trijumeau, par exemple, c'est la même chose. Ici, vous avez votre nerf, le nerf 5, et là, vous avez une petite boucle, pareil, donc qui va entraîner un conflit vasculo-nerveux. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment de très récent qui date de quelques années, où on a pu déterminer la cause de toutes ces pathologies. Voilà. Ensuite, toujours en ORL, tumeur de l'angle, tumeur du cavum, l'IRM est nettement supérieur au scanner. Pourquoi? Parce que, souvenez, il faut toujours garder ça en tête, l'IRM est très performante pour déterminer tout ce qui est au niveau des parties molles. Et donc au niveau de la langue, au niveau des muscles intrinsèques, extrinsèques de la langue, pour le bilan d'extension loco-régionale, l'IRM est nettement supérieur au scanner. Au niveau de la pathologie de l'œil, donc toutes les tumeurs de l'orbite, l'exploration du nerf optique, etc. Là, on peut utiliser les deux, mais on aura toujours une meilleure performance de l'IRM. Oui? Oui. Alors, si vous êtes au niveau de l'oreille, c'est l'IRM cérébral et rocher. D'accord? Donc on va étudier, on ne fait pas qu'une IRM que pour les rochers. Généralement, on fait un package, c'est la même région, donc on fait une IRM cérébral et rocher. L'autre, j'ai pas parlé aussi des implants cochléaires, c'est quelque chose vraiment de tout nouveau. Et là, vous êtes obligé de demander les deux. C'est les ORL qui prescrivent ça, ceux qui font de l'implant cochléaire. Ils ont besoin à la fois du scanner et de l'IRM parce que chaque examen va apporter des éléments différents au niveau de. Oui. Exactement. Oui. Oui. Plutôt lorsqu'il est répétitif et si vous suspectez une origine centrale. D'accord? Comme vous savez, ça peut être des vertiges rotationnels, etc. Donc c'est vraiment l'examen clinique qui va vous permettre de dire est-ce qu'on se contente de ça? Vous vous donnez un traitement, si ça ne passe pas, il faut faire une IRM cérébrale et des rochers. Ouais. Parce que vraiment, on peut trouver ces petits conflits qui peuvent expliquer ce genre de choses. Lorsqu'il n'y a pas de tumeur. Des fois, carrément, on tombe sur des tumeurs, des méningiomes de l'angle ponto-cérébelleux, des schwannomes du 8, etc., qui peuvent également donner des vertiges. Le deuxième volet qui a été développé après le cérébromédulaire, c'est le volet ostéo-articulaire. Et ça aussi, j'insiste vraiment, donc, pour tout ce qui est maladie des os, des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments, des cartilages, etc., il n'y a que l'IRM qui peut répondre. Des fois, on voit encore des prescriptions pour des TDM de l'épaule pour une tendinite. Ça, c'est faux. Il faut éviter. Demander même une échographie, ça sera mieux qu'un scanner pour rechercher une pathologie de la coiffe. Donc on peut demander plutôt une échographie et lorsqu'il y a un doute, on passe directement à l'IRM parce que c'est des choses que vous ne pourrez pas voir au scanner. Par la suite, donc, on a développé tout ce qui est au niveau de l'abdomen et du pelvis. D'accord ?
Maintenant, il y a des indications où soit on passe d'emblée à l'IRM, soit il faut demander d'abord un scanner. La plus commune que vous connaissez tous, c'est la bille IRM. Donc pour tout ce qui est exploration des voies biliaires, la bille IRM est nettement au-dessus du scanner. L'entéro-IRM aussi, donc pour les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique des intestins, on demande une entéro-IRM, on voit très bien le grêle, donc il y a toute une préparation et on peut voir le grêle, voir les épaississements, voir des sténoses, voir des abcès, etc. au niveau de l'IRM. Pour les tumeurs abdominales, notamment les tumeurs hépatiques, c'est tout un circuit. Vous commencez par une échographie, vous trouvez des lésions au niveau du foie, vous demandez un scanner de caractérisation, on fait un scanner avec un temps artériel, veineux, etc. Dans 80% des cas, on va répondre à la question. Est-ce que c'est une métastase? Est-ce que c'est un angiome? Est-ce que c'est un adénome ou autre? Dans certains cas, on ne peut pas trancher au niveau du scanner et on aura besoin d'une IRM. Et c'est là où l'IRM devra répondre à la question. Ensuite, au niveau du pelvis. Au niveau du pelvis, si on prend le pelvis masculin, les tumeurs de prostate, c'est devenu vraiment une indication très importante. On en fait de plus en plus. Lorsque vous avez une PSA qui est élevée, pas la peine de demander un scanner, demandez directement une IRM de la prostate pour plusieurs raisons. Déjà, on va rechercher ce qu'on appelle les lésions cibles. Maintenant, on ne fait plus, lorsque vous avez une PSA élevée, les urologues le savent, on ne fait plus une biopsie directement, à l'aveugle. On fait ce qu'on appelle des biopsies guidées. Pour guider ces biopsies, on demande au préalable une IRM qui va nous permettre de détecter toutes les lésions qui sont suspectes, c'est ce qu'on appelle les lésions cibles, et l'urologue va ensuite aller se diriger essentiellement au niveau de ces lésions. Donc ça, c'est dans un premier temps, premier intérêt de l'IRM. Deuxième intérêt de l'IRM dans ces cas-là, c'est au niveau de l'extension loco-régionale. Et l'élément clé, c'est est-ce qu'il y a un franchissement de la capsule. Et ça change complètement le pronostic et la prise en charge. Donc, tumeur de prostate, c'est l'IRM. D'accord ? Ensuite, au niveau du pelvis féminin, toutes les tumeurs gynécologiques, c'est l'IRM. Arrêtez de demander des TDM pelviennes pour un cancer du col, ça ne sert à rien. D'accord ? Pourquoi également? Parce qu'on a besoin de voir les parties molles. Donc on voit la tumeur, par exemple au niveau du col de l'utérus, et l'élément qui va distinguer aussi entre un FIGO 2 ou un 3, etc., c'est les paramètres. Les paramètres, c'est des petites structures qu'on ne peut voir qu'en IRM, que vous ne verrez pas au niveau du scanner. Est-ce qu'ils sont envahis ou pas? Donc c'est l'IRM qui va répondre à cette question-là. Pour les tumeurs de l'endomètre, la même chose. Il faut qu'on voit est-ce qu'il y a une invasion du myomètre. Qu'on ne peut voir qu'au niveau de l'IRM. Pour les ovaires aussi, là, on parle de vraiment orientation diagnostique au niveau de l'ovaire. Avec l'IRM, il y a toute une classification. Nous, on adore les radiologues, les classifications. Maintenant, il y a la classification ORATS. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme le BI-RATS, comme le PI-RATS, etc. Comme pour la prostate, d'ailleurs, on a le PI-RATS. Donc tout ça, ce sont des classifications qui vont déterminer est-ce que c'est une lésion bénigne, indéterminée ou maligne. Et il n'y a que l'IRM qui peut faire ça. Et pour le col, l'utérus, l'endomètre, on utilise la classification FIGO. Ensuite, pour les deux, c'est le rectum. Le rectum aussi, on peut demander un scanner dans un premier temps, d'accord, mais là aussi, il faut qu'on voit au niveau de l'IRM pour la classification du rectum, il faut voir est-ce qu'il y a une infiltration des tissus périrectaux, est-ce qu'il y a le fascia recti, est-ce qu'il est envahi, est-ce qu'il est respecté, etc. Et là, vous aurez besoin d'une IRM pour faire ça. Ouais. Donc ça, c'était pour vous montrer au niveau de la coiffe des rotateurs, par exemple. Là, vous avez l'os, donc la clavicule, la tête humérale. Et là, ce que vous voyez en noir, le petit bandeau, c'est le tendon sus-épineux. Donc ça, on le voit très bien au niveau de l'IRM. Et chez ce patient, par exemple, il avait des douleurs. Au niveau de la coiffe, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, il y avait ici un hypersignal. C'était une petite déchirure musculaire du muscle sus-épineux. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, au niveau cervical, donc là, vous voyez très bien votre moelle épinière. Et lorsqu'il y a une souffrance, au milieu de cette moelle, il y a un hypersignal. Alors, les poumons, oui.
la réponse elle est simple, ce n'est pas complètement faux. Donc, si vous demandez un TAP, vous avez raison de demander un TAP. Le TAP, c'est vraiment pour l'extension à distance. Donc il y a deux types d'extensions, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire, surtout si on parle de pelvis, il faut demander les deux. Il faut demander une IRM. Par exemple, avec les gynécos, maintenant, ils ont pris l'habitude. Ils demandent une IRM pelvienne et un scanner thoraco-abdominal. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de descendre au niveau du scanner jusqu'au niveau du pelvis. Donc les deux sont indispensables. Hein? Oui, mais c'est indispensable. On ne peut pas répondre à la question. C'est-à-dire que ça va être un examen incomplet. Si vous vous demandez que le scanner, certes, vous aurez un bilan d'extension à distance, mais vous ne pourrez pas classifier la tumeur que vous avez au niveau de la prostate ou au niveau du rectum, ni quoi que ce soit. Donc on ne pourra pas dire au niveau du rectum c'est un T2 ou c'est un T3, on ne peut pas répondre à la question de façon formelle. Et s'il y a un doute, l'opérateur il va pas aller opérer. Parce que vraiment, l'oncologie est très protocolée. Donc à chaque stade, son traitement. Donc il faut les deux. Au niveau du poumon, justement, des fois on reçoit encore des IRM pulmonaires. À bannir, ça n'existe pas. L'IRM pulmonaire pour rechercher des anomalies au niveau du parenchyme pulmonaire, le scanner fait très bien l'affaire et il n'y a rien de mieux que le scanner pour étudier le parenchyme. Par contre, si vous avez une tumeur du médiastin, oui, là vous pouvez demander une IRM. Pourquoi aussi? Parce qu'on est gêné par les mouvements pulmonaires. Donc s'il y a des mouvements, il y a des artefacts, donc on n'est pas très performant au niveau de l'IRM parenchymatose pulmonaire. L'IRM cardiaque, c'est aussi quelque chose, une nouvelle donnée qui est de plus en plus demandée, qu'on réalise actuellement chez nous, qui peut apporter pas mal d'éléments. C'est un examen qui est très long, donc qui prend 45 minutes et qui est indiqué dans les bilans d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme, pour rechercher des séquelles d'infarctus, pour voir des IRM de viabilité cardiaque, pour rechercher des cardiopathies congénitales, des tumeurs cardiaques, des péricardites. Donc il y a tout un tas d'indications de l'IRM cardiaque. C'est surtout pour voir les répercussions. Oui, on peut voir le myocarde, on peut voir les répercussions. C'est un examen qui est à la fois dynamique et morphologique. Donc on peut étudier la fraction d'éjection systolique. Donc, oui, mais ce n'est pas en première intention, on est d'accord. L'échocarde a ses limites. Elle est opérateur dépendant, des fois on ne peut pas répondre à ces questions-là. Et c'est plutôt justement le cardiologue qui va demander cette IRM cardiaque pour avoir d'autres éléments qu'il n'a pas pu voir au niveau de l'échocarde. Non, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, justement, où à partir de séquences, on arrive à avoir des séquences dynamiques à partir de séquences statiques. Donc c'est toute une reconstruction au niveau de l'informatique. L'IRM mammaire, ça aussi c'est une question très importante qui revient très souvent et on en fait de plus en plus, l'IRM mammaire. Le gold standard en termes de pathologie mammaire, c'est bien évidemment le couple écho-mammo. Mais dans certains cas, on est amené à faire une IRM cardiaque, notamment lorsque vous avez une discordance entre la clinique, l'échographie et la mammographie. C'est-à-dire cliniquement, par exemple, vous palpez un nodule, à l'échographie, vous ne retrouvez rien, à la mammographie, peut-être un petit surcroît d'opacité, vous n'êtes pas sûr. Ça, c'est une indication à l'IRM cardiaque. Des fois aussi, lorsque vous avez des adénopathies axillaires qui sont isolées, vous avez une adénopathie, écho-mammo, rien du tout. Donc il faut pousser les investigations, demander une IRM qui peut aller chercher vraiment des petites lésions au niveau du sein. C'est la femme. Vous pouvez faire la biopsie, effectivement, mais la biopsie, c'est un examen qui est invasif. D'accord ? Et même si vous faites la biopsie et qu'on vous dit qu'il y a une lésion, il faut faire l'étude immunohistochimique pour vous orienter, etc. Et si la biopsie vous dit effectivement que c'est une origine mammaire et qu'à l'écho-mammo vous ne voyez rien, il faut bien que vous soyez ciblé quelque part. Donc vous allez demander une IRM. Dans la surveillance des patientes à risque génétique connu, c'est les patientes qui portent le BCR1 et 2. D'accord ? Oui. Donc on peut faire les IRM, etc. Surveillance des cancers du sein traités, est-ce que c'est une fibrose ou une récidive? Ça, l'IRM peut répondre à la question, des fois on est vraiment gêné. Et pour les complications des prothèses mammaires. La dernière notion que dont je voulais vous parler, c'est l'IRM corps entier.
D'accord? On fait actuellement des IRM corps entier et essentiellement en séquence de diffusion. C'est une IRM qui prend aussi dans les 40 minutes et qui est de plus en plus indiquée pour les lymphomes, dans les myélomes, dans les métastases osseuses, qui peut être une alternative dans le futur au PET scan. Ça, c'est très important. Alors, je vais passer rapidement à des petits cas cliniques, juste pour vous montrer. Donc, le cas numéro 1, c'est une patiente de 51 ans qui est suivie pour un néo du sein, qui présente des céphalées. Le scanner était normal. D'accord? Lorsqu'on a fait l'IRM, donc là, vous avez une séquence flair, une séquence T1 injectée, axiale, etc. Déjà, au niveau du flair, on voit des petites taches, ici, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on a injecté, ça c'est rehaussé, donc ce sont des métastases cérébrales dans le cadre du cancer du sein, qui étaient passées inaperçues au niveau du scanner. Deuxième cas, donc 59 ans, des douleurs osseuses qui présentent des paresthésies des membres. Là, vous voyez bien qu'il y a des tassements vertébraux un petit peu partout, les anomalies de signal des vertèbres qui sont un peu différentes. Donc l'âge, 59 ans, des fractures, des minéralisations osseuses, vous pensez à quoi? Non, parce qu'il y a des anomalies de signal associées. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'aspect poivre et sel, qui est assez spécifique. Donc c'était des métastases osseuses d'un cancer du sein. Et là, comme vous pouvez le voir ici, à côté du tassement, il y avait un petit dépassement ici, c'est ce qu'on appelle une épidurite métastatique d'un cancer du sein. Pour les Mickey, donc je passe rapidement là, juste pour vous montrer l'image. Donc vraiment, on arrive à distendre l'intestin grêle et avoir des très belles images. Alors là aussi, parmi les indications les plus importantes, douleur de l'hypochondre droit, vous faites une échographie, vous voyez qu'il y a une dilatation des voies biliaires, il faut demander une IRM. D'accord? Et là, effectivement, on trouve une lithiase au niveau du bas cholédoque sur une vésicule lithiasique. Oui. Non, parce que la capsule, vous allez voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Alors que l'IRM, vous avez l'avantage de voir les deux. Donc on a rempli par du mannitol l'intestin grêle, donc on voit l'intérieur et l'extérieur. Et généralement, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir, la capsule c'est que l'intérieur, c'est de voir aussi la réaction de la graisse autour de l'épaississement inflammatoire, c'est de voir est-ce qu'il y a, bon les sténoses vous allez le voir, c'est de voir est-ce qu'il y a des fistules, est-ce qu'il y a des abcès, etc. Donc l'IRM vraiment nous donne une vision globale. Là, la bili-IRM, donc vous avez de très, très belles images ici. Là, vous avez une vésicule avec des lithiases, la voie biliaire principale qui est dilatée, les voies biliaires intrahépatiques légèrement dilatées, et à la bili, donc on trouve cette lithiase au niveau du bas cholédoque. Ça, c'est une indication, en première indication après l'échographie. Donc pas de scanner. L'IRM amère, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc ici, on voit un hypersignal. Donc on a fait une IRM. Donc c'est une patiente qui avait déjà été opérée dans le cadre de sa surveillance. À l'échographie, on avait une plage hypoéchogène. On ne savait pas trop est-ce que c'était une cicatrice fibreuse ou autre chose. L'IRM avec l'injection a permis de lever le doute. C'était juste un foyer de cytostéatonécrose. Au niveau du pelvis, donc encore un cas d'utérus polymyomateux, l'IRM, contrairement à l'échographie, vous allez voir que des masses un peu hypoéchogènes. À l'IRM, il y a ce qu'on voit très bien, les myomes qui sont typiques vont apparaître en hyposignal T2, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on a d'autres masses qui sont de signal plus intermédiaire. Et en fait, c'était des fibromes atypiques. Oui. Ça marche. AVC ischémique, hypersignal diffusion, séquence maîtresse. Un cas juste pour vous montrer les images des IRM corps entier, c'est des images en diffusion qu'on a réalisées chez nous. Et c'est pratiquement comme le PET scan, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme une alternative. On a l'impression que c'est un PET scan. Ici, on a un hyposignal, c'était une atteinte au niveau de l'épaule dans le cadre d'un myélome. Vous voyez vraiment, c'est très impressionnant. Donc, que ce soit au niveau de l'os, au niveau ganglionnaire, donc on a pratiquement les mêmes images que le PET scan, sauf que là, il n'y a aucune irradiation. C'est une IRM corps entier qu'on réalise, qu'on réalise en séquence de diffusion et on arrive à avoir ce genre d'image.
Écoute, bon, le prix dépend, hein. Les prix à Rabat et à Casa n'est pas le prix à Oujda ou à Fès. Donc, en moyenne, il faut compter entre 6 000 et 7 000 dirhams. Donc, ça reste, dans tous les cas, ça restera moins cher qu'un PET scan. 8 000, 9 000, etc., plus le produit et tout. Donc, des céphalées, ça c'était des métastases. Je vais vous montrer la spectro. Donc, le pic va nous déterminer. Là, on a pu classer une tumeur gliale de bas grade. Voilà, donc je passe. La prostate aussi, bon, la classification, malheureusement. Juste pour vous montrer au niveau de la séquence diffusion dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment ici ça flash. C'est une petite tumeur qu'on arrive à deviner ici. Mais au niveau de la diffusion, vraiment, on a un hypersignal, ça flash et ça nous oriente vraiment au niveau de la tumeur. Alors, l'IRM cardiaque, juste pour vous montrer comme tout à l'heure, malheureusement, ça passe pas très bien. Ça passe pas, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on voit les mouvements, le mouvement cardiaque. Donc, c'est une image qui est dynamique. Donc, un petit tableau récapitulatif donc, qui reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand est-ce qu'il faut demander un scanner, quand est-ce qu'il faut demander une IRM. Donc, juste pour un petit peu pour résumer. Voilà, donc en conclusion, l'IRM est un examen qui est de plus en plus demandé. Il a une meilleure résolution de contraste que l'IRM, donc très important pour les bilans d'extension locale. Le scanner plutôt pour l'extension à distance. Donc en première intention dans de nombreuses pathologies. Peu de contre-indications, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a aucune irradiation, donc vraiment c'est important par rapport au scanner. C'est un examen qui est de plus en plus difficile. Je dirais pour conclure que la seule limite actuellement, c'est peut-être au niveau matériel, donc au niveau du coût de l'examen. Voilà, je vous remercie.